Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je suis le Dr Sandrine Nunes, médecin du travail, référente du maintien en emploi à la METRA 06. Nous allons présenter ce webinaire avec Madame Olivia Piche qui va se présenter. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Olivia Piche, assistante sociale de la METRA. Nous sommes également accompagnés de Madame Muriel Lorenzo, que je laisse se présenter et qui interviendra en fin de session. Bonjour, Muriel Lorenzo, ergonome et responsable du service de maintien dans l'emploi du Cap Emploi 06, le partenaire service de l'AGFIP pour les Alpes-Maritimes. Donc aujourd'hui, les services de santé au travail interentreprises organisent partout en France les rencontres santé-travail sur la prévention en action. Cette année, c'est la thématique du maintien en emploi qui a été retenue. Un de nos engagements et un enjeu majeur dans le monde du travail d'aujourd'hui. En effet, nombreuses sont les causes de rupture d'activité et parmi elles, celles qui sont liées à l'état de santé du salarié. Donc vieillissement, maladies chroniques, incidents de santé, accidents de la vie ou accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, voire certaines conditions de travail, sont autant de situations qui peuvent impacter la capacité du salarié à tenir son emploi. Donc la crise sanitaire du Covid-19 a quant à elle montré le rôle prépondérant du maintien en emploi dans un contexte de relance et de soutien de l'activité économique. Mais on ne parlera pas de Covid-19 pendant ce webinaire. Je vous renvoie au site internet de la METRA et au webinaire de la semaine dernière sur le sujet. Donc, en termes de maintien en emploi, qu'est-ce que la METRA 06 peut apporter à l'employeur? Donc, vous apportez. Le thème est bien fourni, la présentation comporte de nombreuses diapositives, mais nous tâcherons d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui donc, en 30 minutes, nous allons définir le maintien en emploi, en connaître les enjeux, présenter ces quatre étapes, savoir comment nous solliciter et solliciter les partenaires du maintien en emploi. En fin de présentation, nous avons prévu une session de questions-réponses de 15 minutes. Dans notre prochain webinaire, le 10 novembre, nous présenterons des cas concrets mettant en œuvre la coopération des différents acteurs dans le but d'accompagner au mieux le salarié et l'entreprise. Je passe la parole à Madame Piche. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est le maintien dans l'emploi. Le maintien en emploi concerne tout salarié dont l'état de santé est altéré et qui a de fait des difficultés à réaliser ses tâches. Cette démarche a pour but de rechercher les solutions possibles pour préserver le salarié sur un emploi et conserver ses compétences au sein de l'entreprise. Et lorsque cela ne sera plus ou pas possible, il s'agira de l'accompagner vers une éventuelle reconversion. On y reviendra. Nous allons vous poser quelques questions au cours de ce webinaire et nous afficherons les résultats. Ne vous en faites pas, c'est anonyme et vous aurez la réponse ensuite. Alors, petite précision technique, pour répondre, vous ne devez pas être en mode plein écran. Si vous êtes en plein écran, appuyez simplement sur « Échec » et ça fonctionne très bien. Voici la première question. Le maintien en emploi concerne uniquement le salarié en arrêt. Selon vous, est-ce vrai ou faux? Vous avez quelques secondes pour pouvoir répondre. Voici la réponse. Donc, je vois à 6%, vous avez dit vrai. La réponse est fausse. Je vais vous expliquer pourquoi. Le maintien en emploi ne se limite pas aux salariés en arrêt de travail. Il s'envisage en effet tout au long du parcours professionnel ou lorsque les difficultés de santé sont liées à la réalisation de certaines tâches, pouvant avoir des conséquences pour l'entreprise. Le maintien en emploi est un outil de gestion des ressources humaines et ne doit pas se limiter à la gestion des inaptitudes. Il est donc essentiel et primordial de le considérer le plus tôt possible. Cette démarche de maintien en emploi est citée dans le Code du travail à travers les obligations de l'employeur. Quelles sont donc les obligations de l'employeur? Elles sont au nombre de 3. La première est une obligation de résultat pour ce qui est de la préservation de la santé physique et mentale des travailleurs. La deuxième est une obligation de moyens pour ce qui est du maintien en emploi.
Et enfin, la troisième est une obligation de reclassement. Pour rappel, le principe du reclassement. L'employeur recherche un emploi approprié aux capacités du salarié et comparable à l'emploi précédemment occupé. Il est donc important de souligner que l'employeur doit justifier de l'impossibilité du reclassement. Après avoir cité ces trois obligations réglementaires, il est important de souligner que le salarié peut refuser la proposition de reclassement de l'employeur et que dans certaines conditions, le médecin du travail peut dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, comme il est mentionné dans le Code du travail. Après avoir présenté les principaux aspects réglementaires, nous allons voir les répercussions possibles sur l'entreprise si le maintien n'est pas anticipé. Le maintien en emploi est une priorité des politiques publiques. En effet, on peut observer une hausse des maladies graves chez les actifs. Les organisations de travail sont de plus en plus tendues et l'allongement de la vie professionnelle est un fait. Trop de situations d'inaptitude conduisent à un licenciement par faute de reclassement et d'anticipation. Pour ces raisons, il paraît nécessaire de mobiliser les entreprises vers une culture de maintien en emploi. Nous y reviendrons plus en détail. Voici un aperçu des principales causes d'inaptitude recensées en région PACA en 2017. Comme vous pouvez le constater, les troubles musculo-squelettiques et les troubles mentaux et comportementaux représentent à eux deux plus de 3/4 de ces causes. Par ailleurs, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont la troisième cause de handicap en France après le vieillissement de la population, les accidents et les maladies de la vie. Dans ce contexte, il est donc utile de parler du coût pour l'entreprise. Nous allons aborder ce sujet dans la diapositive suivante. Parmi les principaux coûts directs, on peut citer le temps consacré à la gestion du dossier, l'aménagement du poste de travail, la participation à l'indemnisation du salarié absent, le coût des licenciements pour raison médicale, l'augmentation du taux de cotisation, accident du travail, maladie professionnelle. Après les coûts directs qui sont en général visibles, il existe des coûts indirects, souvent mal pris en compte. Il y en a plusieurs. Ce sont les coûts liés à la baisse de performance, comme la baisse de productivité, les problèmes de qualité, un climat social perturbé ou encore une image de l'entreprise altérée. Citons également les coûts directs liés à la prise en compte de la pathologie, comme les restrictions d'aptitude ou le reclassement. La gestion des absences représente également un coût indirect. Cela affecte aussi les coûts stratégiques, tels que la perte de savoir-faire, des difficultés à recruter ou à développer de nouveaux projets. Les chiffres sont parlants, effectivement. Les coûts indirects sont 4 fois supérieurs aux coûts directs. Ils nuisent fortement à l'entreprise, perte de production, désorganisation du travail, gestion interne de l'accident, secours, enquête, réunion, maintien du salaire, remplacement, licenciement pour inaptitude. À titre d'exemple de coûts en France, les accidents du travail et les maladies professionnelles correspondent à 50 millions de journées de travail perdues. Un accident du travail coûte en moyenne 4 500 € à l'entreprise pour plus de 60 jours d'arrêt. Faire de la prévention est donc un investissement gagnant. Ce graphique illustre le processus de désinsertion professionnelle du salarié. Des premières plaintes à l'absence prolongée, puis à l'exclusion sociale et l'inaptitude lorsque la pathologie est installée. Que ce soit de l'intérêt de l'entreprise ou du salarié, la démarche de maintien en emploi doit se mettre en place le plus en amont possible. Je passe la parole au Dr Nunez. Donc, après avoir défini le maintien en emploi, présenté les enjeux pour l'entreprise et le salarié, venons-en aux étapes du maintien en emploi. Chronologiquement, le maintien en emploi comprend 4 étapes. À partir d'un événement déclencheur, qui constitue l'étape 1, un diagnostic de situation va être effectué en étape 2. Puis, il s'agira de rechercher des solutions, c'est l'étape 3, qui seront ensuite mises en œuvre, étape 4.
La coordination des acteurs est indispensable. Le maintien en emploi se joue entre le salarié, l'entreprise, le service de santé au travail et les partenaires. Quel rôle peut jouer l'entreprise? Quelles aides peuvent être apportées par le service de santé au travail? Voyons cela. Première étape, comment détecter un salarié en difficulté à son poste? L'employeur peut repérer toute situation à risque pour la santé et l'emploi du salarié en s'appuyant sur le repérage de signaux d'alerte. Concernant le salarié, tout événement ponctuel ou récurrent peut attirer l'attention. L'entreprise peut repérer des difficultés à travers un absentéisme, du turnover, des retours clients négatifs ou encore une organisation dégradée. Les différents acteurs de l'entreprise peuvent alerter, entre autres, le référent prévention, nommé par l'employeur. Le service de santé au travail peut repérer des difficultés identifiées en entreprise ou lors de nos visites médicales, et ces visites médicales qui peuvent conduire à des restrictions d'aptitude, voire à une inaptitude. En résumé, il s'agit d'intégrer le maintien en emploi dans la culture d'entreprise. Certaines entreprises sont déjà dans le dépistage systématique de signaux d'alerte qui peuvent altérer leur performance. Elles gèrent en interne avec leurs ressources et elles nous sollicitent en cas de besoin, quand un problème survient. La deuxième étape du maintien en emploi consiste à établir un diagnostic de situation. Il y a deux possibilités, soit en prévention, soit en situation de difficulté déjà présente. Donc, comment l'employeur peut-il agir en prévention? Donc, en prévention primaire, c'est-à-dire en l'absence de signaux d'alerte et donc en connaissance des facteurs de risque, l'employeur peut diffuser des informations sur le maintien en emploi régulièrement, à tout moment, même pendant l'arrêt de travail d'un salarié. Par exemple, délivrer l'information sur la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail dont on va parler tout à l'heure. Donc, diffuser ces informations dans un livret d'accueil, un journal interne, une note jointe au bulletin de salaire, etc. Pour anticiper l'apparition des situations à risque, il est conseillé de prévoir des temps d'écoute pour recueillir le vécu du travail réel des salariés. Et donc là, on est plutôt dans la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà des symptômes, des signes, repérer des fatigues, tensions, baisse de qualité de travail, etc. Il est utile de connaître les facteurs de risque de l'activité, qu'ils soient physiques et ou psychosociaux, de gérer les carrières en proposant des formations, en valorisant les compétences. En fait, le maintien en emploi, ça peut être à la fois un outil de gestion des ressources humaines et un outil de prévention et de gestion des risques. Après cette première possibilité d'agir en prévention, il y a la possibilité, la deuxième, d'agir en situation de difficulté. Donc, l'employeur peut mobiliser ses propres ressources, comme on l'a dit, selon son organisation, et nous solliciter également. La Métra 06 va vous aider grâce à un accompagnement pluridisciplinaire qui a 3 axes. Il intègre une analyse médicale, une analyse professionnelle et une analyse sociale. L'analyse médicale est faite par le médecin du travail qui va pouvoir se mettre en lien avec les médecins de soins, les médecins conseils de l'assurance maladie qui gèrent la durée de l'arrêt de travail et émettre des restrictions médicales qui sont temporaires ou définitives. Donc, l'avis du médecin du travail sera aussi conforté par une analyse professionnelle, donc par l'étude de poste, qui va prendre en compte les exigences du travail et les conditions de travail, les marges de manœuvre pour aménager le poste, si nécessaire et si possible. Le médecin du travail prendra également l'avis de l'assistante sociale. Je repasse la parole à Madame Piche. Au terme de ce diagnostic pluridisciplinaire, le médecin du travail déterminera si la situation du salarié relève du handicap ou non. C'est important, car le handicap reconnu va pouvoir ouvrir l'accès à des droits et à des aides. Si le salarié ne relève pas du handicap, l'équipe pluridisciplinaire de la Métra 06 pourra intervenir avec l'accord de l'employeur. Si le salarié relève du handicap, c'est-à-dire s'il est reconnu travailleur handicapé, en invalidité, ou s'il a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle sévère, le médecin du travail sollicitera les services du maintien en emploi. Partenaires dont essentiellement le Cap Emploi, mais aussi Comet France. Les missions du Cap Emploi vous seront présentées par Madame Lorenzo à la fin
et seront approfondies lors du prochain webinaire qui aura lieu le 10 novembre. Dans la troisième étape du maintien en emploi, la recherche de solutions, 3 solutions sont envisageables. Première solution, le maintien au poste du travail. Deuxième solution, le reclassement au sein de l'entreprise ou dans le groupe, le cas échéant. Et enfin, troisièmement, la reconversion professionnelle. L'équipe pluridisciplinaire de la METRA est composée de différents professionnels autour du médecin du travail. Il y a des ingénieurs, des ergonomes, une assistante sociale, des psychologues du travail et bien d'autres spécialistes qui sauront vous aider par leur technicité et leur expertise. La première solution, c'est le maintien au poste. Pour aménager un poste de travail en accord avec l'employeur, il est nécessaire d'analyser les contraintes et les ressources du poste pour proposer des solutions adaptées aux salariés. Des outils peuvent être utilisés et seront donc approfondis, comme je vous l'ai dit précédemment, lors de ce second webinaire, le temps partiel thérapeutique par exemple, ou des outils qui relèvent de l'handicap. La deuxième solution, c'est le reclassement. Pour reclasser le salarié sur un autre poste ou dans un autre service, on peut mobiliser des formations ou des financements de partenaires. En qualité d'assistante sociale, j'interviens exclusivement à la demande du médecin du travail qui va m'orienter vers le salarié afin que je puisse évaluer la situation dans sa globalité. Je dispose de différents outils pour pouvoir accompagner ce salarié, quelques outils dont la reconnaissance qualité travailleur handicapé, les orientations vers les services départementaux compétents vers la MDPH ou vers l'assurance maladie. La dernière solution consiste enfin à envisager une reconversion professionnelle au sein de l'entreprise ou bien à l'extérieur, en adressant le salarié à l'assistante sociale, c'est-à-dire à moi-même, comme on vient de le voir, ou bien service insertion du Cap emploi. Lorsqu'une ou deux solutions sont identifiées, après validation du médecin du travail, l'employeur peut obtenir des aides au financement via les partenaires. Tout cela prend du temps. Il est nécessaire d'anticiper toute démarche du maintien en emploi. Quatrième étape du maintien dans l'emploi, il s'agit de mettre en œuvre la solution identifiée. Si les partenaires sont sollicités, l'employeur validera le dossier d'aide au financement, puis fera réaliser l'aménagement du poste décidé. Autour du salarié et de l'employeur, tout un réseau de maintien en emploi peut donc se mobiliser, dans lequel le service de santé au travail joue un rôle de pivot. La motivation du salarié est essentielle, ainsi que l'engagement de l'employeur. Par la suite, un suivi est assuré par le service santé au travail et le service du maintien dans l'emploi. Je vais maintenant laisser la parole au Dr Sandrine Nunes pour la suite de la présentation. Donc, nous avons défini le maintien en emploi, nous avons vu ses enjeux pour l'entreprise et le salarié et présenté les 4 étapes du maintien en emploi. Maintenant, nous allons voir comment solliciter votre service de santé au travail, que votre salarié soit en activité ou en arrêt de travail. Si votre salarié est en activité, une visite occasionnelle peut s'organiser à tout moment, à votre demande ou à celle de votre salarié. Si votre salarié est en arrêt, il peut demander de lui-même ou sur votre conseil une visite de pré-reprise. C'est un des messages fondamentaux de cette présentation. Nous insistons sur cette visite de pré-reprise. C'est la clé du maintien en emploi quand elle s'organise le plus en amont possible. Alors, voilà une nouvelle question. N'hésitez pas à répondre. N'oubliez pas de quitter le mode plein écran pour pouvoir répondre. Donc, répondez par vrai ou faux. La visite de pré-reprise est une visite obligatoire demandée par l'employeur. Vous avez quelques secondes pour répondre. Alors, donc là, évidemment, c'est faux, mais je vois que les réponses sont un petit peu plus mitigées par rapport à la précédente où c'était bien tranché. Donc, évidemment, c'est faux, on va le voir tout de suite. Hein. Donc, la visite de pré-reprise, elle est faite par le médecin du travail pendant l'arrêt de travail du salarié pour mieux préparer la reprise du travail. Elle vise à aider le salarié à reprendre son emploi ou un emploi compatible avec son état de santé et ses capacités.
Elle permet d'organiser une étude de poste pour préciser les difficultés possibles et anticiper les solutions techniques, organisationnelles, les aides matérielles, financières à mettre en œuvre. Et à l'issue, le médecin du travail peut émettre des préconisations destinées à l'employeur, telles que aménager son temps de travail, adapter son poste, envisager un reclassement, formation, reconversion, donc à voir. Mais c'est vraiment un entretien important pour poser les bases de la suite. Le salarié est en arrêt. Quelles sont les différences entre la visite de pré-reprise et la visite de reprise? Donc, la visite de pré-reprise, elle n'est pas obligatoire avant 3 mois. En fait, elle l'est après 3 mois, mais la loi ne spécifie pas qui doit l'organiser. Donc, en pratique, c'est le salarié, son médecin traitant ou le médecin conseil qui peuvent la demander. Si l'un d'eux pressent une difficulté à reprendre le travail en raison de l'état de santé du salarié. Suite à cette visite, aucun avis médical n'est délivré. Voici une nouvelle question. Merci pour vos réponses, qui sont toujours anonymes. Le médecin du travail peut-il convoquer le salarié pendant son arrêt? Oui ou non? Donc, allez-y. Vous avez quelques secondes pour répondre. Donc, c'est très intéressant. Donc, la réponse est non. Vous êtes à 70% à avoir dit oui. Et ça, c'est vraiment une information importante. L'arrêt de travail est une suspension temporaire du contrat de travail. Donc, on ne peut pas convoquer le salarié pendant cette période. Voilà, donc c'est important que vous le sachiez. Donc, la visite de pré-reprise ne peut être demandée ni par le médecin du travail, ni par vous-même, employeur. Donc, pour rappel, la visite de reprise, ça, vous la connaissez, elle est obligatoire pour tout arrêt supérieur à 30 jours dans le cadre d'une maladie ou d'un accident de travail. Et en cas de maladie professionnelle, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de durée d'arrêt minimale. La visite de reprise s'organise d'emblée. C'est à vous, en tant qu'employeur, de faire la demande auprès de notre service, qui l'organisera donc dans les 8 jours. Elle permet de rendre un avis médical avec, selon les cas, des propositions d'aménagement, des restrictions, voire une inaptitude si le poste n'est plus adapté aux capacités du salarié. Tout cela est bien embêtant pour l'employeur, de toutes ces restrictions à gérer, d'où l'importance de prévenir et d'anticiper les situations à risque. Dernière question. Le médecin du travail est-il informé des arrêts de travail des salariés pendant leur arrêt? Réponse, oui ou non. Donc, je vous laisse le temps de répondre. Bien, donc là, vous avez majoritairement répondu à 91% à non. Donc, effectivement, nous ne sommes pas informés. Donc, nous ne pouvons pas les convoquer pendant les arrêts de travail et nous ne sommes pas informés de ces arrêts de travail. D'où l'intérêt d'informer régulièrement vos salariés sur la visite de pré-reprise qui peut être demandée pendant leur arrêt et donc d'informer régulièrement en amont de leur arrêt de travail, en fait, comme on l'a vu au début. Donc, on comprend l'importance de la visite de pré-reprise pour mettre en œuvre, si possible et le plus tôt possible, les 4 étapes du maintien dans l'emploi. Comme on l'a déjà dit, en matière de handicap, ce sont les services de maintien en emploi, comme le Cap Emploi 06, qui œuvrent. Et donc là, je vais passer la parole à Madame Lorenzo, puis ensuite je conclurai. Là, on a problème de son. Pardon. Ça y est, j'ai réactivé. Je disais en quelques mots, le Cap Emploi 06, c'est un service départemental de l'AGEFIP, tant au niveau de l'insertion que du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Et ces 2 services sont portés par l'association HandiJob 06 sur le département. Et il existe un Cap Emploi dans chaque département. Voilà pour la structure. Notre cœur de métier, c'est la compensation des conséquences du handicap sur l'activité professionnelle. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je vais vous parler de la partie maintien dans l'emploi. Lorsque le salarié rencontre le médecin du travail, on l'a vu à l'occasion des différentes visites médicales, le médecin du travail va décoder en quelque sorte les aspects de la maladie ou de l'accident et va émettre des restrictions médicales permanentes, parfois,
qu'il va transmettre à l'employeur. Et à ce moment-là, le médecin du travail va pressentir des risques de désinsertion professionnelle en cas de non-action sur le poste de travail en lui-même. Et donc, en parallèle de cela, si une personne fait reconnaître son problème de santé, c'est-à-dire si elle fait reconnaître une altération substantielle de sa capacité physique, sensorielle ou psychique et autres, auprès notamment de la maison départementale des personnes handicapées, mais également auprès de la sécurité sociale. Si on a d'un côté des restrictions médicales permanentes qui impactent l'activité professionnelle et de l'autre une démarche du salarié de faire reconnaître son état de santé comme avec des difficultés permanentes, on va pouvoir mettre autour de la table, avec l'accord de l'employeur, du salarié et du médecin du travail, on va pouvoir se mettre autour de la table pour identifier des solutions, pour repérer les enjeux, les moyens, les marges de manœuvre, les motivations de chacun et identifier des solutions de compensation que ce problème de santé, que ce handicap désormais reconnu impacte sur le travail. Donc le service de maintien dans l'emploi du Cap Emploi est mobilisé soit par l'employeur, soit par le médecin du travail. Et avec l'accord de toutes les parties, on va élaborer ensemble et aider à la mise en œuvre effective sur le poste de travail les mesures identifiées pour compenser le handicap, les conséquences du handicap sur le travail. Et chaque année, notre service reçoit environ 650 demandes et de ces demandes ressortent environ 350 maintiens réussis. Donc de personnes maintenues sur leur poste ou sur un poste adapté à leur aptitude dans l'entreprise. Et je développerai un peu plus précisément lors du webinaire qui va être organisé par la METRA le 10 novembre. Voilà, pour moi, j'ai fait un petit zoom sur le service Cap Emploi. Merci en tout cas à la METRA d'avoir intégré le Cap Emploi dans son webinaire sur le maintien. Ben, écoutez, c'est tout à fait normal puisqu'on travaille vraiment en partenariat étroit dans l'intérêt des salariés et des entreprises. Donc, en résumé, vous l'avez compris, face à des absences prolongées, donc je vais conclure, face à des absences prolongées, des risques d'inaptitude, des situations de handicap, les enjeux humains et financiers sont réels pour l'entreprise. Les gérer, c'est prévenir et anticiper les démarches du maintien en emploi. L'outil principal pour solliciter la METRA 06, c'est la visite de pré-reprise, là vous l'aurez compris. Pour agir, nous travaillons en réseau avec les partenaires du maintien en emploi pour apporter vraiment des aides concrètes qui seront vraiment revues avec des témoignages d'employeurs le 10 novembre. Mener une démarche de maintien en emploi pour un salarié, c'est préserver le collectif de travail et la performance de l'entreprise. Donc, nous avons, j'ai terminé la présentation, nous avons terminé cette communication. Vous pourrez retrouver dans l'onglet dédié la possibilité de télécharger le PDF de la présentation, le PDF de la brochure qui résume l'essentiel à retenir sur quel est votre rôle en tant qu'employeur dans le maintien en emploi. Il y a également un schéma sur les 4 étapes du maintien en emploi. Il y a aussi un lien vers une courte animation sur le maintien en emploi et un lien vers la chaîne YouTube de la METRA 06 pour revisionner ce webinaire. Et maintenant, nous allons démarrer la session de questions-réponses. Donc, envoyez vos questions. Et donc, je vais peut-être passer la parole à Madame Lorenzo pour… Oui, voilà, pour juste un mot sur les questions qui nous ont déjà été envoyées en amont du webinaire et qui étaient relatives à la notion de handicap, juste pour rappeler que effectivement le législateur dans la loi de 2005 a bien défini le handicap comme une altération substantielle, durable de l'état de santé, que ce soit physique, psychologique, sensoriel, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, à partir du moment où il y a cette altération qui est reconnue dans une démarche volontaire du salarié,
on va pouvoir mobiliser un certain nombre de mesures, de compétences, de mesures financières, notamment celle de l'AGEFIP, dont vous devez connaître le nom. Et vraiment, le médecin du travail est vraiment pour nous la clé d'entrée, puisqu'il va traduire les éléments de santé du salarié en restriction médicale et commencer à identifier s'il y a bien une certaine pérennité dans ce problème de santé, donc potentiellement rentrer dans le champ du handicap. Et c'est là que se fait le plus souvent la bascule sur le champ du handicap et les aides qui en relèvent. Et ça, on a un webinaire donc le 10 novembre consacré à ça. Je n'irai pas plus loin, mais voilà un petit peu les grandes lignes et les articulations. Alors, nous avons reçu aussi une autre question concernant inaptitude et reclassement impossible dans l'entreprise. Donc, comme on l'a dit dans la présentation, ce sont encore des cas qui sont trop souvent récurrents. C'est-à-dire que nous, on voit en visite de nous, médecins du travail, on reçoit des salariés en visite de reprise après des arrêts prolongés de plusieurs mois, sans avoir jamais eu connaissance de leur arrêt de travail, comme il a été dit précédemment. Et donc, c'est un petit peu compliqué tout d'un coup de devoir faire le point de la situation, rencontrer l'employeur. Là, il nous reste 15 jours et au bout de 15 jours, une inaptitude sera prononcée si des solutions n'ont pas été identifiées. Donc, il est important, en amont de l'inaptitude, d'organiser une visite de pré-reprise. Voilà, on revient sur cette visite de pré-reprise. Sinon, nous, on n'est pas au courant de ce qu'a le salarié, on ne peut pas anticiper. Alors, j'ai une autre question. Comment traiter la situation du salarié entre la visite de reprise et la reprise effective? Alors, il y a plusieurs solutions. Une solution des plus faciles, c'est de mettre le salarié en congé. S'il lui reste des jours de congé, c'est le mieux. Alors, en général, quand ils ont été en arrêt prolongé, ils ont souvent cumulé des congés. Après, sinon, il y a une possibilité aussi, si vous êtes vraiment en souci d'une reprise de travail dans l'attente de ce délai de réalisation de la visite de reprise, c'est que le salarié retourne voir son médecin traitant et que le médecin traitant prolonge l'arrêt de travail jusqu'à la veille de la visite de reprise. Alors, donc, soyez vigilants, c'est une bonne question. Trop souvent, nous recevons des salariés le dernier jour de leur arrêt maladie. Et donc, on ne peut pas émettre d'avis médical pendant l'arrêt maladie. C'est comme on vous l'a dit, c'est comme pour la visite de pré-reprise, nous ne pouvons pas émettre d'avis, c'est réglementaire. Donc, il faut absolument que le salarié ne soit plus en arrêt de travail. Voilà, donc il y a ces deux possibilités. Après, si la demande de visite de reprise a été anticipée en amont, c'est-à-dire que vous la demandez pas dans la même semaine, à ce moment-là, nos assistantes prévoient de rapprocher la visite de reprise au plus tôt de la reprise. Il y a plusieurs questions sur des salariés en arrêt depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc, je regroupe plusieurs questions là qui ont été posées et pour préciser que en arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu. Donc, la visite de pré-reprise, elle prend tout son sens pour pouvoir permettre de faire un point sur la situation et de préparer la reprise. Pour cela, il est important de pouvoir informer le salarié, puisque lui seul sollicite cette visite de pré-reprise. Ils sont rarement informés, les salariés. Donc, essayez de diffuser l'information à ce salarié en arrêt comme aux autres, d'ailleurs, notamment par la fiche sur la visite de pré-reprise qui figure sur le site de la METRA, si j'ai bien compris, Dr Nunes. Oui. Alors, oui. Donc, je vous rejoins tout à fait. Il est important en tant qu'employeur que vous puissiez garder un lien avec le salarié qui est en arrêt quand ces arrêts se prolongent pendant plusieurs mois. Parfois, ça se compte en années. Donc, quand vous gardez ce lien, ce sera plus facile de conseiller une éventuelle visite de pré-reprise, sachant qu'on a vu quand même que
l'arrêt de travail est une suspension temporaire du contrat de travail et que normalement, voilà, officiellement, les liens enfin, les communications ne sont pas, voilà, sont plus délicates, on va dire. Donc, j'ai une question. Donc, est-ce uniquement le salarié qui peut demander la visite de pré-reprise, hein? Donc, on vous l'a dit, c'est non seulement le salarié, mais également le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale. Alors, donc il y a une autre question qui concerne le fait de proposer une visite de pré-reprise, mais si le salarié ne veut pas se rendre au rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on n'a pas beaucoup de moyens. Comme je vous l'ai dit, suspension temporaire de contrat de travail. À ce moment-là, pour un arrêt de travail de plus de 3 mois, c'est le médecin conseil qui convoquera le salarié et donc il faudra attendre cette convocation du médecin conseil qui, lui, proposera, enfin, demandera au salarié de se rendre en visite de pré-reprise auprès de nous. Et là, on pourra faire un point. Donc, il y a une question qui concerne un salarié en cours de licenciement pour inaptitude professionnelle. Peut-il être en maladie? Je vais passer la parole à Madame Piche. Oui, tout à fait. Donc, un salarié en cours de licenciement pour inaptitude peut-il être en arrêt maladie? La réponse est oui. Donc, il peut se mettre en arrêt le lendemain de son inaptitude, le temps que le licenciement se passe. Ou alors prendre des congés payés s'il lui en reste, si les indemnités journalières sont coupées. Alors, on a une autre question aussi sur un salarié en cumul emploi-retraite qui est en maladie depuis presque 1 an. Quelles sont les solutions? Donc, Madame Piche, vous voulez bien? Alors, oui, la solution également, c'est de se rapprocher de son médecin du travail, éventuellement pour demander une visite ou des conseils. D'accord. Et donc, sachant que le côté emploi-maladie, c'est nous médecins du travail, qui allons faire le point. Et puis, si on a besoin de conseils autour de la retraite, c'est notre assistante sociale qui œuvrera. Alors. Il y a une question sur la reprise d'activité en temps partiel thérapeutique, après, et qui est suivie par un nouvel arrêt à temps plein. Et on nous pose la question, est-ce que la période maximale de 3 ans d'arrêt repart à 0? Alors, pour une même pathologie, un arrêt maladie, je ne parle pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, mais un arrêt maladie dure 3 ans, au bout duquel, à partir de la date du premier arrêt, et au bout de ces 3 ans, il n'y aura plus d'indemnité journalière pour cette même pathologie. Donc, il y a forcément une fin d'indemnité journalière. Le médecin conseil va poser une décision, soit la personne relève une pension d'invalidité, soit n'en relève pas. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a plus d'indemnité journalière et la suspension du contrat temporaire de travail, suspension temporaire du contrat de travail, ne joue plus. Il y a donc forcément une visite de reprise avec le médecin du travail. Et là, à nouveau, développer le questionnement sur l'aptitude au poste et ainsi de suite. Mais ça ne repart pas à 0 puisque le temps partiel thérapeutique est un arrêt au même titre que l'arrêt temps plein. Bien. Voilà. J'ai également une question qui est posée. Donc, un salarié peut-il contacter directement le médecin du travail? Est-ce confidentiel et non facturé à l'entreprise? Alors oui, le salarié peut lui-même demander un rendez-vous auprès du médecin du travail, qu'il soit en arrêt maladie ou en activité. L'employeur est informé de la visite si le salarié le souhaite. La visite, quant à elle, n'est pas facturée car elle est comprise dans la cotisation de l'entreprise. Donc, et je rajouterai que si le salarié souhaite que l'employeur soit au courant, en fait, si le salarié ne souhaite pas que l'employeur soit au courant, nous ne rendons pas d'avis à cette visite. Voilà. J'ai une question concernant que préconisez-vous face au stress, risques psychosociaux en cas d'arrêt maladie répétitif? Alors là, c'est un questionnement sur savoir si ça concerne un salarié ou plusieurs salariés. Si plusieurs salariés sont concernés, vous pouvez nous contacter. Et donc, on va faire le point avec vous pour éventuellement organiser
une rencontre avec nos psychologues du travail qui peuvent intervenir avec plusieurs outils de sensibilisation sur les risques psychosociaux, d'intégration des risques psychosociaux, documents uniques d'évaluation des risques. Voilà, elles peuvent faire des entretiens, etc. Donc, ça, c'est une rencontre à envisager avec votre médecin du travail. Par contre, si c'est juste une seule personne, la personne, donc le salarié, peut demander une visite occasionnelle auprès de nous et on fera le point de sa situation. Je lis une autre question sur un salarié qui ne se sent pas bien dans son poste et qui est en âge de prendre sa retraite. Devons-nous contacter la médecine du travail et travailler à cela ensemble? Je dirais que dans l'immédiat, la rencontre avec le médecin du travail me semble prioritaire pour évaluer ce fameux ressenti du salarié qui ne se sent pas bien sur son poste et puis les conséquences que ça peut avoir sur le poste de travail et sur les exigences de ce poste. Et en parallèle, inviter le salarié, par le biais de l'accompagnement social, à faire un point précis sur ses droits à retraite, de sorte qu'il y ait le rapprochement entre ces deux informations, l'état de santé du salarié et les conséquences sur le poste, et en parallèle les droits, pour pouvoir prendre une décision au mieux des deux parties. Bien, nous avons reçu beaucoup de questions. Nous répondrons, donc, comme je vous l'ai dit, aux autres questions par mail après le webinaire, mais nous allons devoir arrêter. Nous vous remercions pour votre participation. Merci Madame Lorenzo également pour la vôtre. Et nous vous donnons donc rendez-vous au prochain webinaire le 10 novembre pour parler plus concrètement de la mise en œuvre du réseau de maintien en emploi auprès de vous. Merci. Merci.